Imagine ceci, deux sœurs qui étaient autrefois inséparables sont maintenant engagées dans une guerre froide pour l'héritage de leur défunt père. Virginia, l'aînée, a toujours été la favorite, et maintenant, après la mort de leur père, elle se sent en plein contrôle. Mais Fernanda, la cadette, n'est pas prête à céder si facilement. La tension monte à chaque instant, les mots se transforment en armes et les souvenirs heureux de l'enfance deviennent un champ de bataille émotionnel. Au milieu de tout cela, un secret enfoui dans les petites lignes du testament est sur le point de tout changer. Que se passe-t-il lorsque l'amour fraternel entre en collision avec le désespoir et l'égoïsme? Comment reconstruire une vie lorsque le passé s'effondre et que l'avenir est incertain? La vérité est sur le point d'éclater au grand jour et les conséquences seront dévastatrices. C'est une histoire de lutte, de rédemption et du pouvoir de l'héritage familial. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui vous tiendra en haleine. Voici vos valises. Dis adieu à ma maison, a annoncé ma sœur le jour même où notre père est décédé, après avoir découvert qu'elle avait tout hérité. Avant que je puisse réagir, elle a continué avec un sourire triomphant. Ne reste pas là sans bouger, sors de ma maison. J'ai ri et demandé calmement. As-tu lu tout le testament? Son sourire a disparu et elle s'est effondrée à genoux, demandant pardon en découvrant toute la vérité. Bonjour, je m'appelle Fernanda et j'ai 23 ans. Récemment, j'ai affronté la perte de l'une des personnes les plus importantes de ma vie et ma sœur a seulement empiré la situation en essayant de me chasser de la maison. Aujourd'hui, je veux partager comment j'ai réussi à surmonter cela et à remettre ma sœur à sa place. Je vais commencer par vous parler un peu de moi. Mon père, Carlos, a toujours été un père célibataire car ma mère est décédée quelques mois après ma naissance des suites de complications postpartum. Il était mon meilleur ami et la personne la plus proche de moi. J'ai une sœur aînée, Virginia, avec qui je n'ai jamais eu une bonne relation. Virginia est devenue très difficile à gérer après la mort de notre mère, devenant rebelle et égoïste. Mon père ignorait souvent ses comportements par culpabilité de l'absence de la mère. Je comprends que perdre un père après 5 ans de vie commune puisse être douloureux, mais cela ne justifiait pas la manière dont Virginia me traitait. Je crois qu'au fond, elle me tenait responsable de la mort de notre mère, et cette culpabilité la consumait. C'est pourquoi j'ai permis à Virginia de me maltraiter pendant des années. Lorsque mon père a découvert qu'elle me harcelait, il a essayé de la faire suivre une thérapie, mais Virginia a abandonné les séances rapidement. Finalement, elle est allée à l'université et n'a jamais regardé en arrière, ce qui a été un soulagement pour moi. Mon père et moi sommes devenus très proches pendant cette période. Virginia n'appelait que pour demander de l'argent, et j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'elle dépensait tout dans des fêtes. Cela l'a fait redoubler une année à l'université. Papa a eu une conversation sérieuse avec elle et a coupé le soutien financier. Depuis lors, elle n'appelait presque jamais. Je suis aussi allée à l'université et j'avais très hâte de revoir mon père, mais je m'en sortais bien. Dans ma dernière année, j'ai reçu un appel de mon père en plein milieu de la journée, ce qui était inhabituel et m'a inquiétée. Il a demandé à me rencontrer de toute urgence, alors j'ai tout laissé tomber et je suis allée chez lui. J'ai envoyé un message à Virginia, mais elle était trop occupée pour se soucier, préférant aller à une fête. Quand je suis arrivée, mon père avait l'air fatigué. Il m'a serré dans ses bras et nous sommes entrés dans la maison. L'université était un défi, mais je m'en sortais bien. Papa avait quelque chose d'important à nous dire et, malgré toutes les pensées négatives qui me traversaient l'esprit, j'ai essayé de rester calme. Dès que nous sommes entrés, mon père a demandé où était Virginia. J'ai expliqué que je lui avais envoyé un message, mais qu'elle était à une fête et ne pouvait pas venir. Il n'a pas jugé nécessaire de nous appeler comme ça. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai demandé. À l'extérieur, j'avais l'air calme, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Eh bien, j'ai ressenti des douleurs abdominales depuis un certain temps, a commencé mon père, mais je pensais que c'était quelque chose de simple. Il y a quelques jours, la douleur s'est beaucoup aggravée, alors je suis allée à l'hôpital. Ils ont fait plusieurs examens et ont trouvé une tumeur dans mon pancréas. Mon cœur s'est arrêté un moment. Mais ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Une opération pourrait résoudre ça, non? Chérie, non. Je ne plaisante pas avec quelque chose comme ça. Ils ont mentionné à quelle étape c'est, et c'est déjà l'étape 3. Ils peuvent prolonger un peu ma vie, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'étais sous le choc en essayant de traiter les paroles de mon père. Papa,
je vais déménager ici et continuer mes études d'ici. Il a essayé de refuser, disant qu'il n'avait pas besoin de perdre mes années universitaires à prendre soin de lui. Papa, il ne me reste qu'un semestre et je veux passer autant de temps que possible avec toi. Je n'accepterai pas un non comme réponse. Reconnaissant, mon père a souri, mais quand je suis retournée dans ma chambre, je me suis effondrée en larmes. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. J'ai envoyé un message à Virginia en lui racontant ce que papa avait dit, mais elle n'a pas répondu. Dans les mois qui ont suivi, la santé de mon père s'est rapidement détériorée. Il a fait de la chimiothérapie dans l'espoir de se débarrasser du cancer. J'essayais de jongler entre mes études et son soin du mieux que je pouvais. Par miracle, j'ai réussi à obtenir mon diplôme et mon père était visiblement fier lors de ma remise des diplômes. Virginia ne visitait presque jamais notre père, n'apparaissant que pour demander de l'argent. Elle ne posait jamais de questions sur sa santé ni n'offrait d'aide. Ces visites ne duraient pas plus de 15 minutes avant qu'elle ne parte pour une autre fête. Je l'ai confrontée à propos de son comportement et elle m'a dit de m'occuper de ma propre vie. Cela affectait mon père, mais il ne disait jamais rien, ce qui me mettait encore plus en colère. Puis, un jour, après 2 mois sans visite, Virginia est apparue. « Ah, tu es enfin venue rendre visite à papa. La fête a été annulée ?» J'ai dit sarcastiquement. « Tais-toi, Fernanda », a répondu Virginia. « Les filles, s'il vous plaît, soyez civilisées », a demandé mon père. « Virginia, tu ne viens presque jamais rendre visite. » « C'est bon, elle est ici maintenant, et c'est ce qui compte, » a dit mon père. « Oui, papa a raison. Laisse-moi tranquille. »« Sois contente que je sois venue, » a répliqué Virginia. « Tu dois être ici pour une raison. Tu n'apparais que quand tu as besoin de quelque chose, » j'ai dit. « Fernanda, ça suffit. Ta sœur est à peine venue ici, » a intervenu papa. La dernière fois, elle a demandé 300 pesos pour aller à une fête. Laisse tomber ça, Fernanda. De toute façon, comment vas-tu, papa ? A demandé Virginia. La chimiothérapie est horrible, mais à part ça, je vais bien, a répondu papa. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte, a révélé Virginia. Quoi ? Depuis quand ? J'ai demandé surprise. J'ai manqué mes règles le mois dernier et j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif, a-t-elle expliqué. Et tu connais le père du bébé ? Ai-je interrogé. C'est là le problème, je ne sais pas qui c'est, a admis Virginia. Tu gagnes à peine assez pour te soutenir, comment vas-tu prendre soin d'un enfant ? Ai-je enquêté. Tu penses que je ne m'inquiète pas ? J'aimerais savoir qui est le père, mais je ne me souviens pas, a dit Virginia. J'espérais mieux de toi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si irresponsable, ai-je répondu frustrée. Je n'attends pas d'aide de votre part, je voulais juste que vous le sachiez, a dit Virginia. C'est bien que tu en sois consciente dans ce domaine, car je ne t'aurais pas aidé de toute façon, a répondu papa fermement. Attends, tu es sérieux ? A demandé Virginia choquée. Bien sûr que oui. J'en ai assez de résoudre tes problèmes. Je suis concentrée sur le fait de profiter du temps qu'il me reste, a-t-il dit. Mais je suis ta fille, comment peux-tu m'abandonner maintenant que je suis enceinte ? A imploré Virginia. Tu n'as presque pas rendu visite à ton père depuis qu'il a été diagnostiqué avec un cancer et maintenant tu attends de l'aide. Excuse-moi si je mène une vie différente de la tienne, mais je ne vais pas sacrifier mon bien-être pour ça. Il est temps que tu mûrisses. Tu as 27 ans. Trouve un travail et construis un avenir pour toi et ton bébé, a dit papa. Tu es le pire des pères, a crié Virginia avant de partir. Ni moi ni mon père n'avons essayé de l'arrêter. J'étais choquée par la nouvelle de sa grossesse et encore plus par la fermeté de mon père. Après des années à lui permettre de faire ce qu'elle voulait, il en a enfin eu assez. La santé de mon père s'est rapidement détériorée. Après la visite de Virginia, Carlos a été emmené à l'hôpital où plusieurs examens ont été effectués. Une fois les examens terminés et qu'il a été stabilisé, le médecin m'a dit qu'il ne lui restait que 2 semaines à vivre. J'étais bouleversée. Jusqu'alors, j'avais gardé espoir que le traitement fonctionnerait. Bien sûr, papa, mais est-ce que cela te dérange si je te demande comment tu comptes répartir tes affaires ? Demandai-je. Je pensais vous donner à toi et à Virginia une part égale de tout,
répondit papa. Je ne pense pas que tu devrais faire ça. Virginia est toujours ta fille, mais je pense que tu devrais tout lui donner, sauf les choses qui n'ont pas de valeur monétaire, comme nos albums photos et nos souvenirs. Ce sont les seules choses que je veux. Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Demanda-t-il surpris. Papa, je sais que tu as donné beaucoup de chance à Virginia, mais je ne veux pas qu'elle, ni mon futur neveu ou nièce, se retrouvent sans soutien. Je suis sûre qu'elle apprécierait l'aide beaucoup plus que moi. Mais, ma chère, tu as passé toute l'année dernière à mes côtés et tu pourrais avoir du mal à trouver un emploi, dit-il inquiet. Je me débrouillerai, papa. J'ai assez d'économies pour me maintenir pendant quelques mois. S'il te plaît, fais-le pour moi, insistai-je. Tu es une personne incroyable, Dulce. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une fille si généreuse et au grand cœur, mais j'ai de la chance, dit papa. Maintenant, repose-toi un peu. Je vais appeler ton avocat et lui demander de venir ce soir. Je répondis. Même si on aurait dit que j'avais pardonné à ma sœur, la vérité est que, bien que je ne sois pas d'accord avec ses choix de vie, je la voyais toujours comme ma sœur. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve sans un endroit où vivre ou sans moyen de prendre soin de son enfant. Et surtout, je ne voulais pas que le bébé finisse dans le système d'aide sociale. Donc, si cela signifiait renoncer à ma part d'héritage, j'étais prête à faire ce sacrifice. J'ai appelé l'avocat de papa et j'ai organisé la visite. Ils ont parlé toute la nuit et ensuite l'avocat a laissé une copie du testament sur la table de papa. Après qu'il se soit endormi, je n'ai pas pu résister à la tentation de jeter un coup d'œil aux documents. J'ai été soulagée de voir que mon père avait vraiment pris en considération ma suggestion de donner l'héritage à Virginia. Mais alors j'ai remarqué une clause en petites lettres à la fin du testament qui stipulait que Virginia ne recevrait l'héritage que si elle trouvait le père de son enfant dans les 2 ans. Je savais que mon père était têtu et faisait toujours ce qu'il voulait, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir aimée en voyant qu'il continuait à me protéger même dans ces derniers jours. Lorsque j'ai demandé au sujet de la clause dans le testament, il a dit qu'il offrait à Virginia une chance de se reprendre, sachant que je finirais par partager l'héritage avec elle, même si elle ne trouvait pas le père de l'enfant. Papa est décédé quelques jours plus tard et j'étais dévastée. C'est moi qui l'ai trouvé dans sa chambre, sans vie. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé après, mais je sais que j'ai organisé tous les arrangements pour les funérailles. Je voulais que tout soit rapide, donc les funérailles ont eu lieu 2 jours après sa mort. Virginia est venue vivre avec moi et semblait peu affectée par la perte de notre père. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, car je savais que les gens souffrent de manière différente. Les funérailles ont été difficiles, mais voir autant de gens présents m'a fait réaliser à quel point mon père était aimé. Après l'enterrement, Virginia est rentrée chez elle tandis que je suis restée pour parler avec la famille et les amis. Pendant ce temps, Virginia a trouvé la copie du testament. Elle savait qu'elle était l'héritière, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé toutes mes affaires emballées et rangées dans le salon. J'ai couru dans ma chambre et les trouvées vides, à l'exception du lit et de la commode. Je suis descendue les escaliers et j'ai vu Virginia debout là. Virginia, pourquoi ma chambre est-elle vide? J'ai décidé de faire un peu de nettoyage, a-t-elle répondu. Et tu as pensé qu'il était nécessaire de nettoyer ma chambre littéralement? Oui, et je pense aussi que tu dois partir. Excuse-moi, tu ne peux pas me chasser de ma propre maison. C'est peut-être ta maison, mais maintenant c'est la mienne. As-tu oublié que papa m'a laissé cette maison? Il y a seulement 1 semaine depuis les funérailles de papa, et tu m'expulses déjà. Ne trouves-tu pas ça cruel? Cela peut sembler cruel pour toi, mais j'ai besoin de tout l'espace possible lorsque mon bébé naîtra. Si cela signifie te chasser, alors c'est comme ça. Où vais-je aller? Je viens de terminer mes études et j'ai passé l'année dernière à m'occuper de papa. Je n'ai presque pas d'argent. J'aimerais te donner des conseils, mais tes problèmes ne me concernent pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand es-tu devenue si inhumaine? Arrête d'être si dramatique. Ta vie n'est pas finie, je te dis juste que tu dois déménager. Je ne vais nulle part. Je dormirai par terre s'il le faut. Je ne vais pas quitter cette maison. Elle est à moi maintenant, et c'est moi qui décide. Tu es cruelle. Tu sais combien j'ai lutté depuis que Carlos est mort, et tu rends les choses encore pires pour des raisons égoïstes. Tu crois que je ne lutte pas aussi? Je m'occupe simplement de mon fils, de la même manière qu'il s'est occupé de moi en me donnant tout ce qu'il possédait. Il t'a tout donné pour t'aider à commencer ta vie de mère célibataire, pas pour me chasser de ma propre maison. S'il avait su que tu ferais ça,
il aurait partagé la maison entre nous deux. Bien sûr qu'il l'aurait partagée entre nous deux, mais maintenant la maison est à moi. Si tu ne sors pas immédiatement, j'appellerai la police et te ferai sortir d'ici, dit Virginia froidement. S'il te plaît, laisse-moi au moins rester cette nuit. Pas question. Tu as toujours eu ce que tu voulais avec papa, mais ça ne se passera pas comme ça avec moi. Très bien, je dois régler les choses et récupérer mes affaires. J'aurai besoin que tu gardes mes affaires ici pour une nuit. Tu as jusqu'à demain pour récupérer tes affaires, sinon je les jetterai. Comment espères-tu que je règle tout en une nuit? Ce n'est pas mon problème. Tu sais que cette maison ne sera pas la tienne très longtemps. De quoi parles-tu? Peut-être devrais-tu lire les petites lignes du testament de papa. Et quand tu auras besoin d'aide, crois-moi, je ne serai pas là pour toi. J'étais furieuse. Comment Virginia pouvait-elle être aussi sans cœur? Elle était sur le point d'avoir un enfant, et si elle ne pouvait pas traiter sa sœur avec respect, comment traiterait-elle son propre enfant? J'ai conduit pendant un long moment, jusqu'à ce que je sois assez calme pour trouver un endroit où me reposer. J'ai appelé ma meilleure amie et lui expliqué la situation. Elle m'a assuré que je pouvais rester chez elle pendant les 2 prochains mois pour régler tout cela avec Virginia. Cette nuit-là, je suis allée chez mon amie et je suis revenue seulement le lendemain matin pour récupérer le reste de mes affaires. Quand je suis arrivée, j'ai entendu Virginia descendre les escaliers en courant. Avant que tu commences à crier, je suis juste revenue pour récupérer mes affaires. Non, attends. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu dire ça quand j'ai dit que je voulais que tu partes. Pourquoi ce changement soudain de cœur? J'ai lu les petites lignes, comme tu l'as suggéré, et je ne savais pas que papa avait fait ça. Comment espérais-tu que je trouve le père de mon enfant en 2 mois? Je ne me souviens même pas dans quel club j'étais. J'aimerais te donner des conseils, mais honnêtement je me fiche de ton problème. Est-ce que tu me le reproches maintenant? J'aurais préféré te le reprocher quand je t'aurais chassé de cette maison dans 2 mois. S'il te plaît, ne pars pas. Tu peux rester ici. Tu peux même avoir la chambre principale. Je te donnerai toute la vie privée dont tu as besoin, et je préparerai tous nos repas. Tu as montré ta véritable nature, Virginia. Tu as essayé d'empirer les choses pour moi quand j'étais au plus bas. Je ne veux pas vivre avec toi. Mais tu ne vas vraiment pas me chasser si je ne trouve pas le père de mon enfant, n'est-ce pas? Tu as 2 mois pour trouver le père ou tu dois partir. Comment peux-tu expulser une mère célibataire et son enfant dans la rue? Comment as-tu pu expulser ta sœur sans argent dans la rue? Tu n'as montré aucun remords. C'est moi qui ai dit à papa de te donner tout parce que je pensais que tu en avais plus besoin que moi. Clairement, mon père m'a protégée et je lui en suis reconnaissante. Tu as demandé à papa de tout me donner? Tu n'imagines pas combien il a hésité. Tu ne t'es pas soucié quand papa a été diagnostiqué avec un cancer. Tu l'as à peine visité. La seule fois où tu es resté plus de 15 minutes, c'était pour nous dire que tu étais enceinte. Tu ne mérites pas cette maison ni son argent. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais même m'agenouiller. Qu'est-ce que tu fais, Virginia? Lève-toi. Désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Ce que j'ai fait était horrible et je promets que je travaillerai dur pour réparer ma grande erreur. S'il te plaît, ne me chasse pas. Tu as 2 mois, Virginia. Je sais que tu as assez d'argent mis de côté pour un appartement. Je m'en vais maintenant. Pendant les 2 mois suivants, j'ai décroché un bon emploi et j'ai continué à vivre chez ma meilleure amie. Virginia envoyait des messages et appelait régulièrement, essayant de me convaincre, mais je suis restée ferme. Elle devait apprendre que ses actions avaient des conséquences. Bien que ce fût difficile, c'était nécessaire. Les messages et les appels de Virginia sont devenus plus fréquents et désespérés à mesure que la fin des 2 mois approchait. J'ai maintenu ma position et n'ai pas laissé ses larmes m'affecter. Cependant, j'assurais ses besoins autant que possible. J'ai expliqué calmement pourquoi je faisais cela. Virginia continuait à présenter ses excuses, mais je savais que cela ne signifiait pas qu'elle avait changé. Pendant des mois, elle avait utilisé notre père alors qu'il était sur son lit de mort, présentant des excuses pour demander de l'argent à nouveau une semaine après. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Finalement, les 2 mois se sont écoulés et j'ai demandé à Virginia de déménager. J'ai contacté l'avocat de mon père, qui était l'exécuteur testamentaire, et j'ai fourni toutes les preuves de l'incapacité de Virginia à retrouver le père de son enfant.
J'ai reçu tous les biens de mon père, y compris la maison. Virginia m'a traité de tous les noms possibles, disant que je ruinais sa vie. Elle a pleuré et supplié, mais je n'ai pas changé d'avis. Cependant, j'ai été un peu plus douce et j'ai dit que je l'aiderais à payer pour un appartement. J'ai trouvé un endroit pour elle, j'ai payé le dépôt et 1 an de loyer. Je lui ai dit qu'elle avait 1 an pour remettre sa vie en ordre et s'occuper de son enfant. Après que Virginia a emménagé dans l'appartement que j'avais trouvé pour elle, les choses ont rapidement commencé à s'effondrer. Sans l'aide financière de notre père, elle a dû faire face à une réalité dure. Le père du bébé n'a jamais été retrouvé et, sans soutien, Virginia a dû faire face seule à la grossesse et aux responsabilités d'être mère. Les mois ont passé et Virginia n'a pas réussi à garder un emploi très longtemps. L'instabilité émotionnelle et le manque de compétences pratiques ont rendu difficile pour elle de conserver un travail quelconque. Les factures ont commencé à s'accumuler et la pression de s'occuper seule d'un enfant, sans aucun soutien, a commencé à devenir écrasante. Elle m'appelait souvent en pleurant et en suppliant d'aide. Bien que je ressentisse de la compassion pour mon neveu ou ma nièce à venir, je savais que l'aider financièrement ne ferait que perpétuer sa dépendance. Un jour, j'ai reçu un appel d'un travailleur social m'informant que Virginia avait été signalée pour négligence envers son enfant. Les conditions de l'appartement étaient déplorables et le bébé était mal soigné. Le travailleur social m'a expliqué que si Virginia ne parvenait pas à améliorer la situation, le bébé serait placé dans une famille d'accueil temporaire. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Virginia. Elle a finalement compris la gravité des conséquences de ses actes. Elle s'est retrouvée seule, sans argent et sur le point de perdre son enfant. La honte et le désespoir l'ont frappée durement. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Virginia s'est inscrite à des programmes de soutien, a commencé à suivre une thérapie et a accepté de l'aide pour apprendre les compétences de base en matière de vie et de soins aux enfants. Après toute l'agitation des dernières années, ma vie a enfin commencé à trouver un rythme plus calme. Ça a été un voyage difficile, mais chaque défi m'a renforcée. Quand Virginia s'est inscrite au programme de soutien, j'ai maintenu mes distances, mais je l'ai toujours observée de loin. Je savais qu'elle devait apprendre par elle-même, même si cela signifiait traverser des moments difficiles. Avec le temps, j'ai trouvé la paix dans ma nouvelle routine. Le travail que j'avais trouvé peu de temps après avoir quitté la maison de mon père a prospéré et j'ai été promue. Cela m'a non seulement donné une stabilité financière, mais aussi un sens renouvelé de but. J'ai décidé d'acheter une petite maison, un endroit que je pourrais vraiment appeler mien, où je pourrais construire un foyer rempli de nouveaux et bons souvenirs. J'ai acheté une petite maison, un espace que je pouvais vraiment appeler le mien, où j'ai construit un foyer rempli de nouvelles et belles souvenirs. Se sentir propriétaire de cet espace était incroyablement libérateur. Je me suis investie pour décorer chaque coin avec soin et attention, créant une atmosphère chaleureuse qui me procurait la paix que je recherchais tant. Le travail continuait bien et avec le temps, j'ai commencé à me faire de nouvelles amitiés. Enfin, les choses semblaient s'harmoniser. Cependant, malgré ma nouvelle vie, je ne pouvais m'empêcher de penser à Virginia et à mon neveu ou ma nièce. Leur bien-être me préoccupait et je me demandais si elle était vraiment en train de changer. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel inattendu du travailleur social qui s'occupait du cas de Virginia. Il m'a informé qu'en dépit de ses efforts initiaux, Virginia était retombée dans de vieux travers. La situation dans son appartement s'était aggravée et elle risquait maintenant de perdre la garde de son enfant. La nouvelle m'a profondément bouleversée. Malgré tout ce qui s'était passé, Virginia restait ma sœur et je ne pouvais supporter l'idée que mon neveu ou ma nièce subissent les conséquences de ses erreurs. J'ai décidé qu'il était nécessaire d'intervenir à nouveau, cette fois-ci avec une stratégie différente. Ce soir-là même, je suis allée rendre visite à Virginia. Je l'ai trouvée dans un état lamentable, sa maison était en désordre et elle semblait accablée par la tristesse. Elle s'est effondrée en larmes dès qu'elle m'a vue. « Pardon vraiment ?» a-t-elle dit entre sanglots, « Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Je ne sais pas quoi faire. » « Virginia, je suis là pour t'aider, ai-je répondu fermement, mais cette fois-ci, les choses doivent réellement changer. Nous avons passé de heures à discuter de SES problems et de raisons derrière SES ECEX. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus la soutenir financièrement si elle n'était pas prête à faire des changements significatifs dans sa vie. Cette fois-ci, elle devait s'engager pleinement dans les programmes de soutien et suivre une thérapie plus intensive. Virginia a accepté et ensemble,
nous avons élaboré un plan. J'ai commencé à l'aider à organiser sa vie de manière plus structurée. J'ai trouvé un thérapeute spécialisé pour elle et l'ai inscrite à un programme de compétences de vie. J'ai également pris contact avec le travailleur social pour m'assurer qu'elle recevait le soutien approprié. Malgré les difficultés, Virginia a commencé à montrer des signes d'amélioration. Elle a commencé à assister régulièrement à ses séances de thérapie et, petit à petit, elle a appris à mieux gérer ses responsabilités. Le changement n'a pas été instantané, mais avec le temps, la situation a commencé à s'améliorer. Pendant ce processus, Virginia et moi avons commencé à reconstruire notre relation. Les blessures du passé étaient toujours présentes, mais il y avait une nouvelle volonté de travailler ensemble vers un avenir meilleur. J'ai réalisé que, bien que difficile, la distance et les épreuves nous avaient renforcés. Cependant, il y avait encore un mystère à résoudre, l'identité du père de l'enfant de Virginia. Elle ne se souvenait pas beaucoup de la nuit où elle était tombée enceinte et jusqu'à présent, nos recherches avaient été infructueuses. Mais alors, il y a eu un tournant inattendu. Un jour, en fouillant parmi d'anciens documents de papa, j'ai trouvé une lettre adressée à Virginia. C'était d'un homme nommé Daniel, qui prétendait être un ami d'enfance de papa. Dans la lettre, Daniel mentionnait avoir rencontré Virginia lors d'une fête peu de temps avant que papa ne tombe malade. La lettre laissait également entendre qu'il pourrait y avoir eu quelque chose de plus entre eux. J'ai apporté la lettre à Virginia et en la lisant, elle se souvenait vaguement de Daniel. Nous avons décidé de le chercher, espérant qu'il pourrait apporter un éclairage sur le mystère. Après plusieurs tentatives, nous avons finalement réussi à le localiser. Nous avons rencontré Daniel dans un café du centre-ville. C'était un homme d'environ 40 ans, avec un air amical mais préoccupé. Il nous a accueillis avec un sourire et s'est excusé pour avoir mis du temps à répondre à nos questions. « Daniel, nous pensons que vous pourriez être le père de l'enfant de Virginia », lui ai-je dit directement. Il est resté silencieux un moment, visiblement surpris. Puis il a lentement hoché la tête. « C'est possible », a-t-il admis. Cette nuit-là à la fête, Virginia et moi avons passé du temps ensemble. Je n'étais pas sûre de devoir m'approcher ensuite, mais en lisant la lettre de votre père, j'ai pensé que cela pourrait être important. Virginia était bouche bée, traitant l'information. Finalement, Daniel a accepté de faire un test de paternité pour confirmer sa relation avec l'enfant. Les résultats sont arrivés quelques semaines plus tard, confirmant que Daniel était effectivement le père. Avec cette nouvelle information, la vie de Virginia a changé radicalement. Daniel, bien que surpris, était prêt à assumer sa responsabilité. Ensemble, Daniel et Virginia ont commencé à travailler pour créer un environnement stable pour l'enfant. La présence de Daniel dans la vie de Virginia a non seulement apporté un soutien financier, mais aussi une figure paternelle pour l'enfant. Au fil du temps, Virginia a continué de s'améliorer. Sa relation avec Daniel a évolué et, bien qu'ils ne soient pas devenus un couple romantique, ils sont devenus une équipe solide et coopérative pour élever l'enfant. La thérapie et le soutien constant ont commencé à porter leurs fruits, et Virginia a trouvé un emploi stable qui lui a permis de subvenir à ses besoins et de prendre soin de son enfant. Quant à moi, j'ai continué ma vie avec un sentiment intérieur de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Ma relation avec Virginia était maintenant plus forte et plus saine, basée sur le respect mutuel et la compréhension. Nous sommes régulièrement rendus visite et avons passé du temps ensemble, profitant de la compagnie familiale sans les tensions du passé. Quelques années plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'un vieil ami de la famille, m'informant qu'il y avait plus de biens appartenant à papa qui n'avaient pas été inclus dans le testament original. Il semblerait que papa avait investi dans plusieurs propriétés qui avaient significativement pris de la valeur. On nous a demandé de nous rendre au bureau de l'avocat pour discuter des détails. Virginia et moi sommes allés ensemble. À notre arrivée, l'avocat nous a accueillis avec un sourire et nous a expliqué que notre père avait fait ses investissements dans l'intention d'assurer notre avenir, mais les avait laissés en dehors du testament principal pour que nous découvrions leur valeur à un moment plus opportun. Votre père était un homme très perspicace, a déclaré l'avocat. Il voulait s'assurer que vous seriez toutes deux bien prises en charge, quelles que soient les circonstances. Les propriétés ont maintenant une valeur significative et vous avez la possibilité de les vendre ou de les conserver pour un revenu régulier. Virginia et moi étions surprises et reconnaissantes. Nous avons décidé de conserver certaines propriétés pour avoir une source de revenus stable et de vendre d'autres pour obtenir un capital immédiat.
Cette nouvelle richesse nous a donné la liberté de réaliser de nombreuses choses qui semblaient auparavant hors de portée. Grâce à l'argent des propriétés, Virginia a pu déménager dans une maison meilleure et offrir un environnement encore plus sûr et confortable pour son enfant. Elle a également investi dans son éducation et son développement professionnel, améliorant ses compétences et assurant un avenir plus radieux pour tous les deux. Quant à moi, j'ai utilisé ma part d'argent pour agrandir ma petite maison. J'ai ajouté un jardin magnifique et une terrasse où je pouvais me détendre et profiter de l'air frais. J'ai également fait des dons importants à des œuvres de charité, en hommage à la mémoire de mon père et à son désir d'aider les autres. La vie a suivi son cours, mais avec un sens renouvelé de but et d'unité familiale. L'héritage inattendu de papa nous a non seulement assuré une sécurité financière, mais nous a également enseigné la véritable valeur de la famille et du soutien mutuel. Au fil des ans, ma relation avec Virginia s'est encore renforcée. Nous avons célébré ensemble les moments importants de la vie, comme le premier jour d'école de son enfant, les anniversaires et d'autres occasions spéciales. La maison de Virginia est devenue un second foyer pour moi et il y avait toujours une place pour elle dans ma vie. Un jour, alors que nous étions assises dans mon jardin, Virginia m'a regardée avec des larmes dans les yeux. « Merci de ne pas avoir abandonné », dit-elle doucement. « Je ne serais pas ici aujourd'hui sans toi. » J'ai souri et j'ai pris sa main. « Nous serons toujours sœurs, Virginia. Et je serai toujours là pour toi. » Avec le temps, nous avons toutes deux trouvé notre bonheur et notre stabilité. L'histoire de nos vies a eu ses hauts et ses bas, mais finalement, l'amour et la persévérance nous ont menés à un endroit de paix et de contentement. Quelques années plus tard, j'ai décidé d'écrire un livre sur notre histoire, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires. J'ai intitulé le livre L'héritage de papa, et en écrivant chaque page, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi et changé. Le livre a été bien accueilli et est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. À travers lui, j'ai pu partager les leçons apprises et le pouvoir de l'amour et de la résilience familiale. Virginia a également trouvé sa voie. Elle est devenue une défenseure des mères célibataires et a commencé à travailler avec des organisations caritatives soutenant les femmes dans des situations difficiles. Son histoire de transformation est devenue un témoignage du pouvoir du changement et de la croissance personnelle. Ainsi, chaque jour qui passait, nos vies continuaient d'évoluer, remplies de but et de sens. L'héritage de notre père se reflétait non seulement dans l'héritage matériel qu'il nous avait laissé, mais aussi dans les valeurs d'amour, de persévérance et de force qu'il nous avait transmises. Et ainsi, notre histoire a continué d'avancer, avec de nouveaux chapitres remplis d'espoir et de possibilités, toujours en honorant la mémoire de papa et l'impact profond qu'il a eu sur nos vies. Tout au long de cette histoire, nous avons été témoins d'un voyage intense et émotionnel de deux sœurs confrontées à des épreuves déchirantes après la mort de leur père. Ce qui a commencé comme une lutte pour l'héritage s'est transformé en une profonde exploration de leur caractère, de leur résilience et de leur capacité à pardonner. Fernanda et Virginia sont passées d'ennemies amères à trouver un terrain commun dans l'amour familial et la responsabilité partagée. Les leçons que cette histoire nous laisse sont nombreuses. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'amour et le pardon peuvent ouvrir la voie à la réconciliation. Fernanda a montré une compassion et une force immense en pardonnant à Virginia et en la soutenant malgré tout ce qui s'était passé. De son côté, Virginia a appris de manière difficile que ses actions ont des conséquences, mais elle a aussi trouvé la force de changer et de devenir une meilleure personne et mère. Cette histoire nous rappelle également l'importance de la famille et comment les relations familiales peuvent être complexes et parfois douloureuses, mais elles sont une partie intégrale de nos vies. L'héritage de leur père ne se limitait pas à la maison ou à l'argent, mais aux valeurs d'amour, de persévérance et de force qu'il leur a inculquées. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire et vous allez réfléchir sur vos propres relations et sur l'importance du pardon et de l'amour dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires émouvantes et enrichissantes. Nous voulons continuer à partager avec vous des histoires que touchent le cœur et nous font grandir en tant que personnes. Et maintenant, j'aimerais interagir avec vous. Quelle leçon vous a enseigné cette histoire? Avez-vous eu une expérience similaire dans votre vie? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires. Rappelez-vous, il y a toujours un moyen de trouver la paix et la réconciliation, même dans les situations les plus difficiles.
En parlant d'amour et de pardon, j'aimerais partager avec vous un message très spécial qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Dans l'Évangile selon Jean 3h16, nous trouvons une déclaration qui encapsulait l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est peut-être l'un des plus connus et aimés de toute la Bible. Il nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il était prêt à envoyer son Fils unique, Jésus, pour mourir pour nos péchés. Cet acte de sacrifice et d'amour inconditionnel est le plus grand témoignage d'amour que le monde ait jamais connu. L'amour de Dieu n'est pas discriminatoire, il est disponible pour tous, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Il nous offre une chance de rédemption et une relation personnelle avec lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ce cadeau et de mettre notre foi en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous ressentez le désir d'en savoir plus sur cet amour incroyable, je vous invite à considérer d'accepter Jésus dans votre vie. Peu importe votre situation actuelle, Dieu vous aime et veut le meilleur pour vous. Il est prêt à vous pardonner et à vous donner une nouvelle vie pleine d'espoir et de but. Pour accepter Jésus comme votre Sauveur, vous pouvez faire une simple prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'invite à entrer dans mon cœur et à être le Seigneur de ma vie. Aide-moi à vivre selon ta volonté et à partager ton amour avec les autres. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous félicite de tout cœur. Vous avez fait le premier pas vers une nouvelle vie pleine de sens en Christ. Je vous encourage à chercher une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi et trouver le soutien d'une communauté de croyants. L'histoire de Fernanda et Virginia nous enseigne beaucoup sur l'importance de la famille, du pardon et de la résilience. Mais elle nous rappelle aussi le plus grand amour de tous, l'amour de Dieu pour nous. Peu importe à quel point votre situation semble brisée ou difficile, il y a de l'espoir et de la rédemption dans l'amour de Jésus. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie, et de la partager avec vos amis et votre famille. Nous voulons continuer à vous apporter plus d'histoires inspirantes que transformantes de vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.